Cette approche que vous venez de développer, ce qu'on retient, c'est que les agents, contrairement aux hypothèses en fait, de la théorie néoclassique, et notamment en rapport à l'idée de leur substance, ne sont pas séparés. Ce qui fait que leur action économique, finalement, peut être comprise comme une action sociale, pour le dire rapidement. Et effectivement, vous allez dans le sens, dans ce livre, d'une incorporation d'apports en fait, qui viennent d'autres disciplines, d'autres sciences sociales, pour compléter en fait, les théories économiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous voyez la création non plus du prix, parce que sur le marché financier, ce qui se joue, c'est la formation du prix, et comment se forme effectivement la notion d'une valeur qui serait non pas une valeur substantielle, mais une valeur sociale? Alors, d'abord, un point important, c'est que précisément pour moi, le prix, c'est la valeur. Il n'y a pas cette dichotomie qui est introduite par les théories de la valeur-substance, je ne la retiens pas à mon compte. C'est-à-dire que ce qui me semble être la valeur, c'est le prix, c'est l'échange monétaire qui, à un moment donné, même si j'échange cette bouteille contre une certaine somme d'argent, c'est ça qui compte à ce moment-là, c'est la somme d'argent, même si à côté de moi, on ne va pas avoir le même prix, ça c'est un problème concurrentiel, mais la question de la valorisation pour les acteurs, elle est donnée par la quantité de monnaie qu'on est capable d'avoir. Donc c'est pour ça que je ne retiens pas cette hypothèse, cette dichotomie entre valeur et prix. Moi, le point important, c'est les prix. On raisonne dans l'espace des prix nominaux. On raisonne donc dans un espace de prix monétaire, et c'est cet espace-là qui est l'espace central sur lequel il faut réfléchir. Alors, et donc le point ici important, c'est évidemment, comme vous le voyez tout le temps, et je l'ai dit au départ, c'est cette primauté qu'a la monnaie dans cette construction. Hein. Alors que vous savez bien que dans la construction des théories de la valeur, en fait, la monnaie n'a aucun rôle. Puisque la théorie de la valeur, la plupart du temps, elle se pense dans des systèmes qui sont non monétaires. Tandis que, évidemment, ce que je propose, au contraire, c'est de dire que la valeur, elle s'identifie à la monnaie et donc au prix monétaire. C'est ça qui est essentiel. Même si, évidemment, ça, pour critiquer, pour vous montrer quand même que, par rapport à... Évidemment, moi, je n'incorpore pas dans ma théorie de la valeur une grande partie de ce qui fait la théorie de la valeur, c'est-à-dire la théorie des prix. Ensuite, moi, ce qui me compte surtout, c'est que je distingue la question de la formation des prix de la question de la valeur. La valeur, c'est la quantité de monnaie, donc ça renvoie à la question du désir de monnaie collectif, et donc de la croyance dans une monnaie qui est désirée par tous, qui est l'étape numéro 1 de la constitution de l'économie marchande, justement qui permet d'aller au-delà de la séparation des différents producteurs et échangistes. Mais pour moi, la question du prix ne s'intègre pas à cette théorie de la valeur monétaire. Elle renvoie à autre chose qui est la constitution des marchés avec différentes formes de prix, etc. Donc moi je découpe ainsi mon propos. Vous avez utilisé un mot qui est très juste, celui de désir de monnaie, et donc ça veut dire que l'économie est dans des équations un peu désincarnées et sans sentiment qu'on peut avoir en économie. Il y a un rôle des émotions et du désir en économie. Il faut prendre en compte les sentiments en économie. Alors, oui, je crois, mais d'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a quelque chose quand même comme ça qui est pris en compte dans la théorie néoclassique, puisque, enfin, d'une certaine manière, puisque là, il y a quand même un désir d'objet. Alors, il est plus ou moins lié à une conception plus ou moins rationnelle du comportement des acteurs, mais il y a quand même quelque chose qui est comme un désir d'objet, néanmoins, dans la théorie néoclassique. La rupture, justement, c'est de penser que ici, le désir porte sur la monnaie elle-même. Ce qui est, évidemment, c'est ça qui est le plus compliqué, et non pas pour disons, le grand public, parce que pour le grand public, ça me paraît une évidence, mais pour les économistes, c'est problématique, puisque vous savez que la demande de monnaie, en fait, se forme à partir de la demande de biens, et que derrière toute demande de monnaie, il y a quelque part une demande de biens. Donc ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi il y a une demande de monnaie sui generis en elle-même. En ce sens-là, c'est ça la construction la plus difficile.
c'est d'arriver à comprendre pourquoi il y a un désir de monnaie. Alors le modèle que j'ai proposé pour ça, c'est... je sais qu'on est contraint par le temps, donc je suis obligé d'aller un peu vite. C'est un modèle qui est le suivant, c'est de penser qu'au départ, dans la société marchande, les acteurs sont séparés. Chacun, imaginons, on a une série de producteurs, et les producteurs sont séparés les uns des autres. Et l'idée, pour pas développer parce qu'on n'a pas le temps, et vous pourrez le lire ici ou là, l'idée c'est que ce qui est central dans cette configuration, c'est l'incertitude du producteur. Le fait que le producteur ne peut pas être sûr de vendre, même s'il a vendu à un moment donné, il ne peut pas être sûr de vendre la fois suivante parce que les goûts des consommateurs lui échappent, parce que les technologies se modifient, les conditions de concurrence se modifient. Pardon. Donc il y a une espèce d'incertitude tout à fait fondamentale et qui à mon avis, est conceptuellement extrêmement forte, comme l'ont vu beaucoup d'ailleurs de théoriciens, si vous pensez à Knight ou à Keynes dans leur construction de cette idée d'incertitude est tout à fait forte. Et que cette idée, parce qu'il y a ce problème d'incertitude, il y a un désir spécifique de ce que j'appelle les biens liquides, c'est-à-dire des biens qui permettent de pouvoir avoir accès aux marchandises, quelle que soit par ailleurs la situation. Et c'est ce désir spécifique de biens liquides, c'est-à-dire de quelque chose qui soit dans un monde marchand, je suis obligé d'aller vite, excusez-moi, mais dans un monde marchand, la seule manière d'obtenir quelque chose, c'est-à-dire pour un producteur de pouvoir acheter d'autres biens, un consommateur d'acheter des biens de consommation, la seule possibilité, c'est d'avoir un bien qui soit désiré par autrui. Parce que vous êtes dans un monde idéal typique, hein, dans mon modèle, où il n'y a que de l'échange. Donc vous n'avez pas accès ni à la violence, ni au vol, donc il n'y a que de l'échange volontaire. Dans un monde d'échange volontaire, la seule manière pour vous de survivre, si jamais vous étiez coupé de vos moyens de production, de vos moyens de paiement, c'est exactement ce que vous demanderiez. Vous demanderiez comment je fais pour pouvoir continuer à vivre. Et bien pour pouvoir continuer à vivre, il faut que j'ai des biens qui soient désirés par autrui. Et ce qui est, c'est mon modèle de base, ce qui est problématique, c'est que comment peut-il, ce qui est désiré par autrui, et dans une société très différenciée, il y a beaucoup de choses qui sont désirées par autrui, et elles sont très différentes. Donc on peut se demander comment ce désir d'un bien qui est désiré par les autres puisse, parce que c'est ça qui va se passer, se converger sur un même bien, alors que chacun va désirer des choses différentes. Eh bien, c'est toujours ce mécanisme autoréférentiel. Il est vrai que chacun désire des choses différentes et que tous sont différents de ce point de vue-là, mais tous partagent quelque chose qui est le désir de liquidité. Et donc, c'est ce désir au second degré de posséder un bien que les autres désirent qui, dans ce jeu autoréférentiel, va conduire à la convergence sur un même bien. Ce même bien, il va être désiré en quelque sorte au second degré, non pas tellement parce que moi il m'est utile, mais parce que je sais que les autres vont le désirer, et les autres le désirent parce qu'ils pensent que les autres vont le désirer dans ces mécanismes spéculaires qui sont, me semble-t-il, tout à fait fondamentaux. Et donc c'est comme ça que se construit, que j'essaye de construire la monnaie. La monnaie est la manière dont la communauté marchande, qui est faite d'acteurs séparés, soumis à l'incertitude, peut arriver à s'engendrer à travers la convergence des désirs de liquidité sur un bien qui est le bien monétaire. Et donc il y a quelque chose de très particulier dans cette théorie, c'est que la monnaie est en quelque sorte toujours communautaire, elle est toujours en fonction d'un groupe. C'est un groupe qui se reconnaît dans un bien liquide. Donc il y a quelque chose de collectif qui renvoie d'ailleurs à la division du travail, à la capacité de faire des échanges. Il y a quelque chose de collectif dans la monnaie. On pourrait dire que la monnaie est un objet proto-politique. Il y a quelque chose qui est de nature collective. Et ça, évidemment, ça crée, il me semble que c'est intéressant, non seulement parce qu'on peut penser que dans les phénomènes monétaires tels qu'on les connaît, apparaît cette dimension communautaire dans le fait monétaire, elle est aussi conceptuellement intéressante parce que justement ça montre comment l'économie, même l'économie à partir d'acteurs qui cherchent à maximiser leur profit, eh bien renvoie nécessairement à des dimensions collectives.
Et voilà, c'est ainsi que se crée ce mécanisme. Et le désir de monnaie, ici, pour en revenir à au terme, ce désir de monnaie est un désir extrêmement puissant parce que il y a une espèce de composition de l'ensemble des désirs intellectuels, des désirs individuels, excusez-moi, sur ce même bien, qui fait que le désir de monnaie est d'une nature très particulière par rapport au désir de bien. Il me semble, pour le dire de manière qualitative et pour me faire comprendre, que, au fond, dans mon analyse, on peut dire que l'économie marchande, c'est une crématistique. C'est-à-dire, comme le dit Aristote, c'est quelque chose qui est mu par le désir de monnaie. Et il me semble que par rapport au désir de bien, il y a quelque chose de, on pourrait dire, réaliste, si on ose dire ça, parce qu'évidemment, chacun a sa réalité, qui est que c'est un désir d'une très grande puissance, le désir de monnaie, par rapport au désir de bien, et qu'il renvoie à quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'économie marchande et dans l'économie capitaliste, et dont j'ai déjà parlé à propos de la finance, c'est la question de cette énergie sociale qu'elle est capable de promouvoir. Comment le capitalisme, pour le meilleur et pour le pire, est capable d'engendrer une énergie sociale extrêmement forte, et je crois que ça a trait à ce caractère collectif de ce désir dans lequel se mêlent beaucoup de choses, des passions des individus. Vous nous avez parlé du rôle politique de la monnaie. La précédente conférence d'Agora était avec Yanis Varoufakis, qui nous a donné son analyse sur la crise de l'euro et son vécu. Qu'est-ce que cet ancrage politique de la monnaie donne dans l'exemple de la crise de l'euro selon vous? Alors, là aussi, le temps nous manque un peu, mais je dirais que, faut dire, hein, on parcourt beaucoup de choses. Hein. On parle de la valeur m'aurait pris facilement l'heure et demie, la finance aussi, et les questions monétaires encore plus. Oui, en effet, il y a ce lien étroit que je fais dans la monnaie, entre la monnaie et le politique. Au sens où je dirais que tous les deux renvoient à des communautés en formation, et donc, pour le dire le plus exactement possible, je dirais que la monnaie a besoin du politique, parce que dans ce processus de convergence dont je parlais tout à l'heure, qui permet d'instituer un objet et un signe comme étant le signe monétaire, eh bien, avoir les ressources du politique, évidemment, sont très utiles, parce que ça permet d'aider à cette convergence. Hein, c'est un facteur très puissant de cette convergence. Et de l'autre côté, l'État et le politique ne peut jamais laisser la monnaie en dehors de lui-même, parce qu'il en a lui-même besoin dans ses fonctions les plus essentielles, les fonctions régaliennes, par exemple. Le monopole de la violence légitime est incompréhensible si vous ne pouvez pas avoir accès à des armes, si vous ne pouvez pas payer des soldats et des policiers. Donc il y a là un lien extrêmement étroit. Et dans le cas de la question de l'euro, qui est une question évidemment très vaste, je dirais que ce qui pose problème, d'une certaine manière, c'est le fait qu'il n'y ait pas un niveau politique de même échelon que le niveau monétaire. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est comme l'Eurogroupe, on a quelque chose comme des accords intergouvernementaux, mais on n'a pas une souveraineté politique. Et qu'en l'absence de cette souveraineté politique, les acteurs ont fait un compromis particulier qui est l'indépendance des banques centrales, qui est une manière de gérer le fait qu'il n'y ait pas de souverain. Comme ça, parce que évidemment, vous comprenez immédiatement que les conditions d'accès à la monnaie sont évidemment tout à fait stratégiques pour n'importe quel acteur. Donc, il y a quelque chose de bancal, fondamentalement, dans la construction monétaire européenne, dans la conception de l'euro, qui provient de cette absence d'une légitimité politique qui est absolument essentielle, parce que je ne crois pas qu'on puisse régler les problèmes monétaires uniquement à travers des règles préétablies. On voit qu'il y a toujours du nouveau qui se produit, ça n'arrête pas de se produire, et que pour pouvoir y réagir, eh bien, il n'y a que la souveraineté politique, parce que la Banque centrale n'a pas le même type de légitimité. Donc on est dans cette situation très bancale où le banquier central, en fait,
fait un peu ce job, hein, d'être souverain, de contourner un peu les règles, etc. Mais il le fait toujours un peu de manière justement étroite. Et donc voilà, c'est cette. Il me semble que fondamentalement dans la construction globale, c'est ce manque de cette autorité politique qui pose problème à la construction de l'euro.